Alors, passons directement à un petit peu de pratique. Dans ce chapitre donc sur le switching, nous allons voir notre première approche de la CLI Cisco iOS. Donc la plupart des choses que j'indiquerai dans ces travaux pratiques sont applicables également, bien entendu, pour les routeurs. On verra ensuite des éléments spécifiques au switching dans le reste de ce chapitre. Donc, première approche de la CLI, nous verrons. Tout d'abord, une rapide introduction à la CLI et à iOS. Nous verrons ensuite comment accéder à cette CLI. Donc par le port console et les différents paramètres nécessaires pour se connecter via le port console. Et ensuite comment se connecter via le réseau, donc en telnet ou SSH, avec PuTTY par exemple. Ensuite, nous verrons la question des modes, en particulier mode utilisateur et privilégié, et la configuration de ces modes. Nous verrons ensuite la question des abréviations de nos commandes, comment obtenir de l'aide dans iOS, et enfin les différents raccourcis qui pourront être utiles face à la CLI. Donc commençons avec notre introduction. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'une CLI? Une CLI, c'est pour Command Line Interface, ou interface de configuration en ligne de commande. Donc c'est ce qui va nous permettre d'administrer notre switch ou notre routeur, tout matériel Cisco qui fonctionne sous iOS, via différentes commandes. On marque notre commande, c'est un mot qu'on marque au clavier, on appuie sur Entrée, et cela envoie la commande au switch ou au routeur, qui agira en conséquent. Donc avec cela, on peut faire des tests, on peut faire de la configuration, on peut faire plein de choses. C'est la même chose que vous retrouvez par exemple dans nos cours sur Linux, dans lequel nous faisons de l'administration par la ligne de commande, c'est le même concept. Donc ensuite, iOS, qu'est-ce que c'est? iOS, bien entendu, à pas confondre avec le système d'exploitation Apple. iOS, donc Cisco iOS, c'est pour Internet Network Operating System. C'est le système d'exploitation pour la connexion des réseaux, si on traduit directement ce terme. Donc c'est le système d'exploitation de la plupart des équipements Cisco, tout bêtement. On le retrouve sur les switches, sur les routeurs, et encore bien d'autres choses. Donc par exemple des passerelles VoIP, etc. Donc, comme je le disais auparavant, beaucoup des commandes vues dans ce chapitre seront donc applicables au routeur. C'est des commandes générales qui permettent d'administrer iOS. Je préciserai quand c'est un sujet qui est relatif uniquement au switch. Donc pour ce faire, pour avoir cette CLI dans iOS, iOS utilise le TCL, Tool Command Language, qui est un langage qui est utilisé par d'autres outils, et qui nous permet donc aussi bien d'être utilisé en mode interactif, donc là c'est ce qui nous permet d'avoir la CLI, qu'en mode automatisé, donc ce qui nous permettra de faire du scripting. Donc comment ensuite accéder à cette CLI? Donc on a trois méthodes. La première, c'est par la console, donc c'est un port physique, on parlera du port console, on va voir directement à quoi cela consiste. Donc c'est la configuration généralement qu'on privilégie, surtout au départ, quand on va avoir notre switch dépacté, par défaut, la seule interface d'administration possible, ça sera par l'interface console. Et ensuite, on pourra activer l'administration par le réseau IP. Donc pour l'administrer par le réseau IP, on pourra utiliser deux protocoles, soit Telnet, soit SSH. Et je vais vous présenter ces protocoles par la suite. Donc on peut utiliser également d'autres outils. On a l'administration par interface web. On a également l'administration par un outil graphique, aussi bien Cisco Security Device Manager, le SDM, ou son successeur, Cisco Configuration Program. Nous ne les verrons pas ici, ce n'est pas couvert par la CCENT. L'essentiel est de bien comprendre comment utiliser la CLI pour administrer tout ça. Une fois qu'on a compris la CLI, l'utilisation de SDM, CCP ou de l'interface d'administration web sont extrêmement simples. C'est tout simplement du cliquer ici. Donc, commençons avec le port console. Donc qu'est-ce que c'est que le port console? Tout d'abord, le port console, c'est un port RJ45 que vous retrouvez sur votre switch au routeur. Généralement, il est clairement indiqué par le terme console marqué dessus. Donc ce n'est pas un port RJ45 qui vous permet de vous connecter au réseau. C'est un port qui vous permet de vous connecter directement votre PC au switch ou au routeur pour le configurer. Donc pour le connecter à votre PC, on utilisera un câble dit rollover. Donc c'est un câble UTP qui a du RJ45 d'un côté et qui de l'autre côté vous offrira une interface qui vous permettra de vous connecter votre machine. Donc ça peut être aussi bien du RJ45 de l'autre côté, mais la plupart du temps ça sera un port série
c'est-à-dire un port RS232 ou DB25. C'est la même chose, hein, c'est juste deux manières de l'indiquer. Je vous ai mis un petit graphique qui vous montre à quoi ressemble un connecteur DB25. Donc connecteur DB25, vous avez déjà dû rencontrer, hein, c'est le port série. On le retrouve beaucoup sur les vieux PC. Cependant aujourd'hui, a priori sur vos laptops, etc., vous n'avez pas de connecteur DB25. Donc comment on va faire? On peut utiliser un adaptateur DB25, donc port série, vers de l'USB. On peut aussi bien utiliser un câble, donc RJ45 vers DE9. DE9, c'est l'image que je vous l'ai mis ici, c'est un connecteur un petit peu plus répandu, mais pas forcément sur les laptops, etc., qui est souvent appelé à tort DB9. C'est un abus de langage, hein, par rapport au DB25, etc. Donc généralement, on utilisera notre câble rollover RJ45 d'un côté avec le port série, donc DB25 de l'autre, et on mettra un adaptateur dessus, donc de la série vers de l'USB. C'est ce qu'on fera le plus souvent. Une fois connecté, il faut pouvoir se connecter avec notre logiciel sur notre iOS pour pouvoir l'administrer. Donc il faut pouvoir avoir une CLI, hein, la connexion physique ne suffit. Donc pour ce faire, on va utiliser un émulateur de terminal. Donc il y en a plein. Il y a Minicom qui est directement disponible sur la plupart des systèmes Unix et qui est libre. Il y a TerraTerm que vous pouvez utiliser sous Windows, qui est libre également, et qui offrira une très bonne alternative à Hyperterminal, qui était un émulateur de terminal installé par défaut dans les Windows avant Vista, mais qui n'est plus sur Windows depuis Vista, donc généralement on va utiliser TerraTerm à la place. Et ce qu'on va utiliser le plus souvent, ça va être PuTTY. Donc PuTTY, il est libre, extrêmement complet. Il nous permet aussi bien de nous connecter sur un port console que de nous connecter via le réseau, en Telnet, SSH et même d'autres solutions. On va le revoir par la suite. Et on peut l'avoir sur Windows et Unix, donc aussi bien Mac OS X que Linux, que BSD, que plein d'autres. Donc, les paramètres qui sont nécessaires pour se connecter via le port console à votre switch. Donc tout d'abord, il faudra avoir les paramètres suivants. Donc je vous ai mis une petite capture d'écran de notre interface PuTTY. On va tout en bas et on sélectionne Serial et on lui indique les différents paramètres. Donc la vitesse de connexion doit être en 9600 bits par seconde. Ensuite, il ne doit y avoir aucun contrôle de flux matériel. Donc ça, c'est la case Flow Control, vous la mettez à None, c'est celle qui est tout en bas. Ensuite, on doit avoir 8 bits en ASCII, donc data bit vous le mettrez à 8. On ne doit pas avoir de bits de parité, donc ça c'est l'avant-dernière ligne parity, on la mettra à none. Et enfin, on doit avoir un bit stop, donc ça c'est la troisième ligne en partant du bas, stop bytes, et on en met un seulement. Donc on reverra un petit peu plus loin pour établir la connexion avec PuTTY, mais ici déjà vous avez les paramètres qui vous permettent de bien avoir tout ce qu'il faut pour s'y connecter via la console. Donc, je vous montre déjà PuTTY, je vous ai mis le lien, hein. Vous pouvez cliquer dessus pour aller le télécharger, très simple d'installation, c'est aussi bien, vous pouvez télécharger le portable, donc le .exe, vous le lancez directement et vous avez PuTTY, c'est par exemple ce que je peux faire ici, voilà, hop, vous avez PuTTY qui apparaît, et donc vous avez la première page qui apparaît, c'est pour vous connecter, tout bêtement, donc vous voyez on peut se connecter en SSH, en Telnet, en lui indiquant une adresse IP, ou via un port série, donc on lui indique la ligne série à utiliser. Et pour donc configurer cette ligne série, on va tout en bas. Et on fait la configuration que je viens de vous indiquer. Il faudra en fait tout simplement changer flow control de X on X off à none. C'est tout ce qu'il faudra faire. Ensuite, on revient sur session, on sélectionne serial et on fait open. Bien entendu, il faudra vous connecter via le COM1, mais vous pouvez indiquer un autre. Là, c'est de l'administration machine, donc si vous connaissez votre Windows ou votre Linux, normalement, je n'ai rien à vous apprendre. Bien entendu, sinon vous vous référez à la documentation officielle de votre système d'exploitation ou de votre adaptateur que vous avez acheté. Donc ensuite, on pourra se connecter en Telnet et SSH. Donc ce sont deux protocoles client-serveur qui vont passer par notre réseau IP TCP/UDP. Enfin TCP/IP tout bêtement. Donc tout d'abord, on a le protocole Telnet. Donc le protocole Telnet, c'est un protocole assez ancien qui est non sécurisé, c'est-à-dire que toutes les communications transmises le seront en clair, mot de passe compris. Donc
Cela, à la rigueur, vous le faites dans, vous pouvez utiliser Telnet dans une structure de test, dans votre petit labo personnel, etc. Jamais en production. Donc Telnet passera par le port TCP ou UDP 23. Et ensuite, on peut utiliser donc à la place le SSH pour Secure Shell. On l'a déjà vu dans Linux, hein, on peut très bien l'utiliser pour Cisco également. Donc c'est un successeur à Telnet, donc il fonctionne grosso modo de la même manière, mais qui lui sera sécurisé, c'est-à-dire qu'il va faire en sorte que toutes nos communications soient authentifiées et chiffrées. Donc lui, il passera par le port 22. Il sera un petit peu plus complexe à mettre en place. On verra la configuration de Telnet et SSH dans les vidéos suivantes. Donc, pour se connecter via le réseau, je vous l'ai déjà montré, on va utiliser un client. Donc, on peut utiliser PuTTY, je l'ai déjà montré. PuTTY nous vous offre aussi du AirLogin, du TCP brut ou de la connexion directe, comme je vous l'ai montré directement via un port com. Mais on peut aussi utiliser des clients basiques. Alors par exemple, on a la commande SSH qui est offerte par OpenSSH Client, qu'on va retrouver sous Unix, ou la commande Telnet. On peut également utiliser OpenSSH Client via Cygwin sous Windows. Il y a d'autres clients, généralement on privilégiera PuTTY quand même. Hein. Ça reste central pour nous, quel que soit le système d'exploitation sur lequel vous êtes, quel que soit l'usage que vous voulez faire. Vous avez PuTTY qui fait tout. Donc comme ça sera très bien. On couvre tout avec ce petit utilitaire qui est en plus libre et gratuit. Donc, pour la mise en place dans votre environnement de test. Donc bien entendu, vous pouvez avoir votre environnement de test, vous pouvez avoir mis votre lab, matériel, etc. Moi, je vais vous présenter avec GNS3 tout d'abord. Donc avec GNS3, vous aurez besoin d'images iOS. Donc malheureusement, je ne peux pas vous les fournir. Ce n'est pas, ce sont des images propriétaires, etc. Donc il n'y a pas la possibilité de vous les offrir gratuitement. Il faudra soit les récupérer sur votre propre matériel, soit éventuellement demander à un distributeur Cisco, à un formateur, etc. s'il a la possibilité légale de vous l'offrir. Donc, pour ce faire, il faudra que vous alliez configurer vos différents éléments. Donc vous pouvez aller directement dans éditer images iOS et superviseur et vous rajouterez vos différentes images iOS. Donc par exemple ici pour le 3725 j'ai rajouté mon image binaire ici qu'on retrouve directement dans mon répertoire. Donc je peux aller naviguer dans ce répertoire avec la petite touche de navigation. La configuration de base, donc ça sera enregistré dans un fichier TXT. Ensuite, on va déterminer la plateforme qui correspond à notre image. Donc ici, c'est du 3725, donc c'est une plateforme C3700. On indique le modèle, donc 3725 dans notre cas. On indique l'idle PC, donc là, on peut faire une autocalculation et va automatiquement générer ce paramètre pour vous. Et pour la RAM, je vous invite à aller cliquer sur ce lien qui vous qui vous redirige vers les sites officiels de Cisco pour vous dire, a priori pour cette image, quelle est la quantité de RAM minimale dont vous avez besoin. Et ensuite, vous pouvez cliquer donc sur la petite cage qui définira cette image comme l'image par défaut pour cette plateforme. Donc une fois ceci fait, vous allez ici, donc dans Browse Routers, et vous pouvez sélectionner votre routeur 3700 et faire un drag and drop pour le rajouter à votre réseau. Une fois ceci fait, vous pouvez rajouter des switches. Ici, par exemple, vous allez dans Switch et vous pouvez mettre un commutateur Ethernet. Donc là, ce n'est pas un commutateur Cisco, hein, c'est un commutateur simple GNS3. Et vous pouvez le connecter en cliquant sur ce bouton Add Link. Hop, vous cliquez dessus, vous sélectionnez l'interface qui permettra de le connecter et vous connectez sur votre routeur en sélectionnant l'interface adéquate. Une fois ceci fait, vous pouvez lancer le tout en appuyant sur Play. Donc ici, je vais supprimer mes interfaces, enfin mes différents composants que j'ai rajoutés. Et je reviens donc à ce que j'avais de base, un simple switch avec un routeur connecté à ma machine. Donc pour le connecter à votre machine, c'est encore une étape supplémentaire à faire. Il faudra rajouter un cloud, comme vous le voyez ici, un petit nuage. Donc pour ce faire, vous allez ici à Browse and Device. Vous allez faire un glisser-déposer de votre nuage. Vous faites un clic droit
configurer sur ce nuage, et vous allez directement sélectionner une des interfaces qui permettra de le connecter à un réseau. Donc vous pouvez le binder directement sur le réseau local. Donc ça, c'est les interfaces de votre machine hôte, hein, bien entendu. Vous pouvez le connecter sur le réseau virtuel VirtualBox Host Only. Donc comme ça, on aura une connexion uniquement avec notre hôte et éventuellement nos machines virtuelles qui sont connectées à cette interface via VirtualBox. On pourra utiliser, dans mon exemple, ma 4 réseaux sans fil ou le Bluetooth. Donc on peut très bien se connecter soit à un réseau externe, donc vous pouvez très bien connecter votre réseau GNS3 à n'importe quel réseau auquel est connecté votre machine hôte, aussi bien que le connecter à une des interfaces que vous aurez configurées avec VirtualBox. Donc vous sélectionnez celle que vous voulez et vous faites ajouter. Tout bêtement, elle apparaît ici, vous faites OK, et une fois que ceci est fait, c'est bon. Bien entendu, il faudra avoir convenablement configuré cette interface que vous avez sélectionnée. Donc dans mon exemple, j'ai pris la VirtualBox, donc on va dans VirtualBox Manager, hop, on fait Fichier, Paramètres, Réseau, et ici on a notre VirtualBox Host Only Ethernet Adapter. Donc on va pouvoir le configurer, on lui indique l'adresse IPv4 donc de votre machine hôte, le masque de IPv4 de ce réseau, et on peut activer ou désactiver un serveur DHCP directement. D'accord ? Voilà. Une fois ceci fait, a priori, vous n'avez pas de configuration supplémentaire à faire. Éventuellement, vous pouvez aller dans l'administration de votre système. Donc là, par exemple, je suis sous Windows. Je vais pouvoir aller dans Réseau et Internet, aller configurer l'état et la gestion du réseau, et vous voyez directement ici que j'ai mon interface VirtualBox qui est connectée à mon système hôte. Je peux aller vérifier que la configuration est bonne. Je vois les détails, l'adresse IP est bonne, donc normalement ça devrait être bon. Et dernière étape, je peux éventuellement ouvrir la ligne de commande Windows. Donc pour ce faire, je peux aller dans mon menu démarrer et faire CMD. Et donc je peux faire un ping 192.168, dans mon exemple 56.1. Et si le ping, déjà, c'est que c'est bon, notre interface virtuelle est activée. Donc là, je vais le supprimer, voilà, parce que c'est ce cloud que j'utilise. Et enfin, on va le connecter notre routeur au cloud. Donc pareil, on fait un add link, on clique sur le routeur, hop, on connecte l'interface qu'on veut, et on la connecte à notre cloud. Ensuite, il faudra aller administrer notre routeur. Donc on fait un clic droit, console. Et là, donc, on a directement une connexion à notre routeur virtuel via son port console. D'accord ? Donc là, c'est directement comme si vous aviez connecté votre routeur virtuel, le port console de votre routeur virtuel à votre machine hôte et que vous aviez lancé PuTTY dessus. Donc ici, on va pouvoir aller ensuite faire diverses configurations. Je vous les montrerai par la suite. Je passe par exemple en mode de configuration du terminal. Je peux faire un show run pour afficher la configuration actuelle. Alors, hop, je vais revenir ici. Voilà, show run. Voilà, et donc j'ai toute ma configuration actuelle. Hop. Donc on fait entrer pour passer à la suite. Là, ce que je voulais vous montrer, voilà, il faut avoir configuré une interface pour qu'elle puisse se connecter à ce réseau. Bien entendu, votre routeur, par défaut, il n'a pas d'adresse IP pour se connecter au réseau. On reverra cette configuration par la suite. Donc ici, j'ai directement, voilà, on va fermer notre console, voilà. J'ai directement bien configuré tout cela, etc. pour que mon routeur soit connecté à ma machine. Donc je peux lancer PuTTY et je vais lui indiquer 192.168.56.2 avec le port 23 pour se connecter en telnet. Je fais Open et il me demande un mot de passe pour s'y connecter. Hop, voilà, et là je suis connecté, tout bêtement. Donc voilà, ça c'est pour vous connecter à un routeur ou un switch via SSH ou Telnet. On reverra par la suite dans la vidéo suivante les questions de sécurité.
Par défaut, le Telnet et le SSH ne sont pas activés sur vos machines. Donc il faudra aller activer les bonnes interfaces virtuelles et activer le support du Telnet et du SSH. C'est pour une simple question de sécurité. Nous avons besoin de mettre en place un mot de passe pour le Telnet et la gestion des utilisateurs, les clés, etc. pour le SSH. Donc c'est vraiment quelque chose de primordial, car si on connectait notre switch comme ça directement à notre réseau et qu'il n'y avait pas de mot de passe, n'importe qui pourrait utiliser cela pour se connecter à notre switch ou notre routeur et modifier notre configuration. Donc ce serait une énorme faille de sécurité. Donc par défaut, quand on sort notre switch ou notre routeur de la boîte, il n'a que le port console d'activer. On ne peut que l'administrer par le port console. Et quand vous connectez par ce port console, comme vous pouvez le voir, hop, comme vous pouvez le voir quand vous faites un clic droit console, hop, vous arrivez directement dans un mode qui vous permet d'avoir tous les droits. Quand vous pouvez directement aller faire ce que vous voulez avec votre machine. Ça ne sera pas le cas quand on voudra se connecter en SSH. Je vous remontre hop, ou en telnet, voilà. Donc là, il me redemande le mot de passe. Hop, là, si je veux passer en mode enabled, on le reverra juste après. Il ne le veut pas. Enable, pardon. Hop, il me dit il n'y a pas de mot de passe activé. Donc par telnet ou SSH, on ne peut pas passer en mode enable s'il n'y a pas de mot de passe pour passer au mode enable. Donc ici, on va n'avoir que des droits très restreints. Donc on va voir directement derrière comment travailler avec ce mode enable. Ensuite, il y a une question concernant les switches dans GNS3. Dans GNS3, il est impossible d'émuler un switch Cisco directement. Donc si vous faites ici switch et vous rajoutez un commutateur Ethernet, vous voyez ici on n'a pas de console. Ils sont très limités, hein. On peut juste le configurer via l'interface de configuration GNS3. Donc si on veut avoir quelque chose qui va y ressembler, on va aller utiliser le EtherSwitch router. Et là, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Si vous regardez, c'est un routeur 3725 qui a une carte d'extension NM16ESW, donc qui nous permet de faire du switch. Ensuite, on va pouvoir le connecter. Hop. On utilise une des interfaces de cette carte d'extension, donc F1 de 0 à 15, et on le connecte à ce qu'on veut. Donc ici, par exemple, F1.1 et F1.0, par exemple. D'accord? Alors, si on veut ici avoir une interface qui soit un petit peu plus proche de ce qu'on voudrait, on peut très bien aller configurer. Ici, on va aller dans Éditer, Symbol Manager, on va tout en bas, Ethernet Switch, on le rajoute, moi je l'ai déjà fait, on double-clique dessus, on sélectionne comme type routeur 3700, on fait appliquer, on fait OK, et quand on va utiliser donc dans l'ensemble des devices Ethernet Switch, il va directement en fait nous rajouter un routeur 3700 avec une carte d'extension NM16ESW, donc qui permet de faire du switching sur un routeur, et avec le bon logo. Au moins on a le bon logo qui correspond à un switch, donc on voit directement a priori que c'est un entre gros guillemets switch Cisco qu'on va utiliser. Donc gardez bien à l'esprit, ici, ce router switch, c'est ce qu'on appelle en fait un Ether switch Cisco, c'est en fait pas exactement un switch. On va avoir les fonctionnalités de routeur dessus, donc on pourra faire du switching et du routing dessus. Donc c'est pas exactement comme si vous aviez un switch entre les mains. Donc si on veut avoir quelque chose qui va plus s'en rapprocher, on va éventuellement utiliser Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer, lui, il va pas vous virtualiser iOS, il va vous émuler des composants Cisco. Donc la différence en fait, c'est que vous n'avez pas vraiment un vrai iOS entre les mains. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus proche de la vérité, de la réalité du terrain. Vous aurez des petites nuances entre ce qui vous est offert par l'émulation et ce que vous pouvez vraiment rencontrer quand vous vous connectez à un vrai switch ou un vrai routeur. Donc vous pouvez aller directement sélectionner que vous voulez
un switch par exemple, vous sélectionnez le switch que vous voulez rajouter. Par exemple, moi j'ai rajouté un 2960 ici, hop, vous le rajoutez et vous pouvez ensuite l'administrer directement. Je vais supprimer ce deuxième, hop, donc je sélectionne la suppression et je supprime mon périphérique. Et ensuite, donc quand on clique sur notre composant, on peut aller à l'onglet CLI et là on a une interface qui nous permettra d'avoir une émulation d'iOS. Donc c'est pas vraiment iOS, mais c'est ce qu'il y a de plus proche de l'iOS qu'on pourra trouver sur un vrai switch. Voilà. Donc malheureusement, Packet Tracer, c'est le même problème. Vous n'avez pas a priori de manière légale de l'obtenir dans votre cas, à moins que vous soyez passé en plus de ce cours via la Cisco Academy. Donc pareil, il faudra la demander à un formateur externe ou à Cisco, etc., etc. Donc voilà, ici on revient sur les problèmes qu'on a déjà évoqués dans l'introduction de ce cours. Il n'y a pas de solution simple pour s'entraîner sur du Cisco, à moins d'avoir vraiment les moyens et de s'installer tout un petit lab personnel. Donc voilà. Ensuite, si on revient à notre cours, avec toutes ces petites parenthèses autour de la mise en pratique. Donc, je l'ai déjà évoqué, on a différents modes dans la CLI iOS. Donc quand vous arrivez, ici, vous aurez remarqué, hop, voilà, vous avez juste marqué switch et ce petit signe supérieur à. Ici, ça veut dire qu'on est en mode utilisateur, donc un mode en fait où on a très peu de privilèges. On va y revenir. On peut avoir d'autres modes, donc par exemple, hop, là ici on a le dollar, on est en mode enable, donc là c'est un mode privilégié. On peut passer en mode de configuration. On peut passer en mode de configuration d'une interface. Hop, int, mauvaise abréviation de ma part, autant pour moi. Voilà. Ici, donc si je fais un exit, hop, je vais faire un show run. Donc ici on a nos 0,1 parce qu'on n'avait pas d'interface 0,0. Donc on va pouvoir directement, donc je repasse en mode configuration. Vous inquiétez pas, là c'est juste pour la démonstration, on va y revenir. Navré également pour la petitesse de cette police ici pour les démonstrations. Malheureusement, ce n'est pas personnalisable. Donc, ici, je suis en mode configuration. Je veux passer en mode configuration de mon interface Fast Ethernet 0.1. Je fais un int f01 et on voit directement que je suis en interface, en configuration d'une interface. D'accord ? Et ensuite, si on veut sortir des différents modes, on fait un exit et on revient à notre mode par défaut. Donc voilà, ça on va toujours naviguer entre ces différents modes. Un mode en fait, il va définir les commandes qu'on aura le droit de lancer. Donc il y a des commandes qui sont disponibles dans certains modes et d'autres qui sont disponibles dans d'autres. Tout cela nous permettant de bien cloisonner ce qu'on va faire sur la machine. Donc ce qui est le plus important, c'est tout d'abord de faire la différence entre le mode utilisateur et le mode privilégié. Pour les autres modes, je vous les présenterai à chaque fois petit à petit en fonction de quand on aura besoin de ce mode-là. Donc, par défaut, suite à votre connexion, vous êtes en mode user exec. Donc, je vous l'ai montré, c'est là où vous avez le prompt avec le signe supérieur à. Donc, ça veut dire qu'il est impossible d'effectuer des commandes qui nécessitent certains privilèges. Par exemple, vous ne pourrez pas redémarrer le switch grâce à la commande reload. Donc, pour exécuter des commandes, exécuter des configurations, etc., il vous faudra passer en mode privilégié. Donc, c'est ce qu'on appelle enable mode ou privileged mode ou encore privilege exec mode. Donc, pour ce faire, vous utilisez la commande enable. Donc, hop, je reviens, je vous remonte, enable, hop, et on passe en mode privilégié. On a vu directement, il y a un sharp à la place du signe supérieur à. Donc là, on pourra lancer des commandes comme par exemple preload. Donc, pour configurer cela, une petite question de sécurité, on peut modifier le mot de passe qui va nous permettre de passer en mode enable. Donc par défaut, il n'y a pas de mot de passe sur ce mode enable. Donc vous l'avez vu, il ne m'a pas demandé de mot de passe quand j'ai fait ma commande enable ici. Malheureusement, ici, ça voudra dire qu'on ne pourra passer en mode enable que par
la console. Je vous l'ai déjà dit, si on passe par Telnet ou SSH, il faut avoir mis en place ce mot de passe. Sinon, pour des raisons de sécurité, cela ne sera pas autorisé. Donc on fait un enable secret et notre nouveau mot de passe, donc par exemple Alform, hop. Donc évidemment, il faut passer en mode configuration à partir du terminal. Voilà. Donc là justement, on voit le premier mode utile, hein. On passe en configuration à partir du terminal et on fait un enable secret Alform. Voilà, donc là il nous a directement mis en place un mot de passe. Et donc si on revient et qu'on veut repasser en mode enable, il nous demande ce mot de passe et il suffit de rentrer Alform pour pouvoir rentrer en mode enable. Donc ça, une des premières choses à faire quand vous avez un nouveau switch ou un nouveau routeur, c'est de mettre un mot de passe sur le enable. On verra ensuite comment on active le telnet et le SSH dans la vidéo suivante. Donc ensuite, vous aurez remarqué, j'ai parfois, pour les démonstrations, utilisé des abréviations. Donc, je vous ai montré, par exemple, enable, une des premières commandes que vous connaissez, on peut écrire enable. Donc là, il me demande le mot de passe, voilà. Mais on peut aussi écrire en. Donc ça sera un raccourci pour enable. Donc ici, c'est exactement le même résultat. Par contre, je ne peux pas utiliser la commande E, car E est ambigu. C'est-à-dire E pourra désigner d'autres commandes. Donc par exemple, il peut aussi correspondre à la commande exit. Donc en fait, on va pouvoir raccourcir au maximum jusqu'à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Donc ENA, il n'y a pas d'ambiguïté, ENAB, il n'y a pas d'ambiguïté, ENABL, il n'y a pas d'ambiguïté non plus, et enfin enable, c'est la commande complète. Par contre, E, il y a une ambiguïté avec exit. D'accord ? Donc généralement, je vous présenterai les commandes en entier. Hein. Mais une fois qu'on aura présenté la commande, j'utiliserai régulièrement, hein, par habitude, des abréviations dans les démonstrations. Mais au moins, quand je vous présente la commande, elle est toujours en entier. Ensuite, pour avoir de l'aide, on a différentes choses qui nous permettront d'avoir de l'aide. Je vous en ai déjà montré un petit exemple à l'instant. Donc la première, c'est d'utiliser le point d'interrogation. Donc le point d'interrogation tout seul, hop, il nous permet de lister les différentes commandes qui sont disponibles dans le mode actuel. Donc là, par exemple, j'ai fait un point d'interrogation, il m'affiche que j'ai les commandes show, ping, resume, logout, exit, etc. qui sont disponibles. Avec une petite description à chaque fois. Par exemple, on voit que ping, ça permet d'envoyer un message echo. Donc un USMP en fait. Ensuite, on a la commande help. Donc d'ailleurs, la commande help, normalement, vous ne l'avez pas sur Cisco Packet Tracer. Donc vous l'aurez sur GNS3. Hop, je vais l'ouvrir en console. Voilà. Donc voilà, déjà on y voit un petit peu mieux ici. Alors, donc, cette commande help, elle nous affiche un rapide descriptif de comment obtenir de l'aide dans Cisco. Au final, dans Cisco iOS, au final, ce n'est pas une commande très utile, étant donné qu'elle ne dit que succinctement ce que je vous dis longuement ici. Ensuite, nous avons donc la commande toujours point d'interrogation additionnée à une commande. Donc par exemple, si je fais un en point d'interrogation. Donc en, je vous rappelle, c'est pour enable. Donc en point d'interrogation, il va nous dire les différentes options paramètres possibles pour cette commande en. D'accord ? Ça fonctionnera exactement pareil si je n'utilise pas d'abréviation. D'accord ? Ensuite, il ne faudra pas confondre en espace point d'interrogation, donc qui nous liste les différents paramètres possibles en première position après notre commande en, et en sans espace point d'interrogation. Donc en sans espace point d'interrogation, il nous liste toutes les commandes qui commencent par en. Par exemple, si je fais un e point d'interrogation, il m'affiche que j'ai les commandes dans ce mode-là, enable, eou, eras, event et exit. Donc toutes les commandes qui commencent par e. Je peux également utiliser la tabulation.
Donc la tabulation, elle va me permettre de compléter automatiquement ma commande s'il n'y a pas d'ambiguïté. Donc par exemple là, il y a ambiguïté, cela correspond à 5 commandes différentes, donc quand je fais tabulation, il ne fait rien. Par contre, tabulation, il me le remplace par enable. Ensuite, on peut faire exactement la même chose, par exemple, avec par exemple, la commande config, hop, c'est la commande configure en fait, je fais un point d'interrogation, ici, il me liste donc tous les paramètres que j'ai après configure. Si je fais un configure n point d'interrogation, donc là, il me liste, alors j'ai doublé configure, autant pour moi, voilà. Il me liste les différentes options disponibles pour configure qui commencent par n. Ce ne sera pas la même chose que de faire configure n point d'interrogation. Configure n espace point d'interrogation, il va me lister toutes les possibilités qu'on a pour le deuxième paramètre, après n. D'accord? Donc toujours bien faire attention, est-ce qu'on n'a pas d'espace? Donc là c'est pour compléter ce sur quoi on met l'espace. Ou si on a un espace, là c'est pour nous suggérer qu'est-ce qui peut venir ensuite. Donc ensuite, les différents raccourcis qu'on pourra avoir. Donc tout d'abord, la touche Up, donc la flèche du haut, nous permet de remonter dans notre historique. Donc il nous permet de passer à une des commandes qu'on a déjà utilisées. La touche bas, c'est pour redescendre dans l'historique. Donc si on est monté trop haut, par exemple, je voulais avoir la commande mode utilisateur et privilégié. Alors là, il nous a fait des pastes. Donc, par exemple, si je fais un en, je fais un conft, je fais un int f01, hop, je vais faire un autre exit. Voilà, donc, je remonte. Conft, c'est la dernière commande que j'ai lancée dans ce mode-là, donc si on suit l'historique, je voulais aller à la commande en, je remonte en. Je voulais avoir en fait conft, je redescends conft. Gestion classique d'historique comme on l'a retrouvé sous Linux. Ensuite, les flèches gauche et droite vont nous permettre tout simplement de déplacer notre curseur vers la gauche ou la droite sur notre ligne. Donc on peut utiliser CTRL B ou CTRL F pour les remplacer. Ensuite, si on utilise le backspace, donc la touche supr, ça va être pour supprimer des caractères avant le curseur et déplacer le curseur en conséquent. CTRL A va nous permettre de déplacer notre curseur en début de ligne. Donc CTRL A, hop, on revient en début de ligne. CTRL E en fin de ligne, E pour end, voilà. CTRL R pour réafficher la ligne de commande et tous ses caractères. Donc c'est très utile si vous avez des messages qui ont remplacé votre ligne de commande, qui ont caché votre ligne de commande. Ensuite, CTRL D, ça va être pour supprimer le caractère qui est sous le curseur. Hop. CTRL D, CTRL D, CTRL D, CTRL D, CTRL D. Vous voyez, on supprime juste le caractère qui est sur le curseur, à pas confondre avec la touche sup qui elle supprime celle qui est avant le curseur, enfin la touche return. Ensuite, on peut se déplacer d'un mot vers la gauche. Donc, ici, par exemple, je vais faire un escape B. Hop. Voilà, il nous déplace d'un mot vers la gauche. B pour back. Escape F d'un mot vers la droite. Il faudra à chaque fois redoubler l'appui sur la touche Escape. Donc Escape B, voilà, pour revenir d'un mot en arrière, Escape F pour arriver un mot ensuite. Et nous avons donc couvert notre première approche de l'interface de configuration principale de iOS, qui est donc la CLI. Nous aurons vu donc comment effectuer notre première approche, nous aurons donc effectué cette première approche ensemble. Nous avons fait en sorte de savoir comment s'y connecter, donc via la console ou via le réseau. Nous avons fait en sorte que vous compreniez cette interface, donc qu'est-ce que veut dire le prompt et les différents modes,
qu'est-ce que veut dire l'abréviation, comment on peut l'utiliser, etc. Et enfin, nous verrons dans la vidéo suivante, un simple oubli après la modification des supports de ma part, donc nous verrons dans la configuration suivante comment effectuer les configurations, donc entre autres comment comprendre le système de configuration, les running et startup config. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite pour cette suite de notre chapitre sur le switching et donc la configuration de nos switches sous iOS. À tout de suite.